Merci Trump. Puisqu'on parle de Donald Trump, écoutons-le sur sa proposition de trêve et il est content de son échange avec Volodymyr Zelensky. Il voudrait maintenant que Poutine signe la paix. On écoute. Je pense que la rencontre avec Zelensky s'est bien passée. J'ai été très déçu que des missiles aient été tirés depuis la Russie. Nous verrons comment cela évoluera. Zelensky veut en tout cas conclure un accord. Je veux que Poutine arrête de tirer, qu'il s'assoie et qu'il signe cet accord, qu'il en finisse et qu'il reprenne le cours normal de sa vie. Bon, qu'est-ce que c'est, un changement de cap ou là c'est sur le tarmac d'un aéroport en plus? Mais ce qui était intéressant, c'était le message que Donald Trump a écrit sur son réseau social juste après sa rencontre avec Zelensky au retour dans l'avion. Il se posait la question, est-ce que Poutine veut vraiment la paix et est-ce qu'il ne me balade pas? C'est rare que Trump pose publiquement une question en disant est-ce que je me suis pas fait un petit peu avoir. Et donc oui, mais enfin ça c'est dans la candeur de Trump, on est habitué à ce genre de sortie. Ou alors c'est dans la volonté, l'orgueil de Trump qui considère que quel que soit le choix stratégique qu'il a fait, son choix stratégique c'est quand même de renouer avec la Russie dans sa bataille avec la Chine. Et l'Ukraine est pour lui un pion secondaire dans tout ça. Mais il a aussi son orgueil, et son orgueil lui dit on ne me balade pas. Et donc comme Poutine a semblé vouloir pousser l'avantage au-delà de ce qu'attendait Trump, eh bien Trump est en train de se dire je ne peux pas continuer comme ça, je vais être ridicule. Et le fait est qu'il n'était pas en train de se diriger vers le ridicule. Et donc il rétablit un équilibre dans sa position et devient plus critique de Poutine qu'il ne l'était de Zelensky. Mathieu Bocoté. Il y a une chose qui me frappe là-dedans, c'est que Trump, son rapport à Poutine est un rapport purement je dirais de manière imagée, presque de chef de gang à chef de gang. C'est-à-dire, nous sommes les puissants, et là, il y a les figures secondaires, il y a l'Ukraine, il y a l'Europe, il y a le Canada, ça compte pas. Il y a nous, vous êtes puissants, je suis puissant, et entre puissants, on va se parler. Et là, je crois que Trump, et là, ça nous rappelle à quel point la question des hommes, du tempérament, de l'individu, est fondamentale même en politique internationale, que tout n'est pas que jeu de structure, tout n'est pas que jeu de système. On a un homme qui se veut tout puissant, qui se croit plus malin que tous les autres. I'm a stable genius, avait-il dit autrefois. Et bien là, il se sent tourné en bourrique, en fait, par le chef du gang rival. Et là, ça peut entraîner chez lui. Ensuite, on verra, parce que chez Trump, une position peut durer 48 heures, 72 heures. Oui. Il change d'avis même en 30 secondes. Et après-demain, il peut changer d'opinion. Mais ça nous rappelle l'importance majeure des hommes dans des événements comme ceux-là, que tout n'est pas qu'effet de système. Cela dit, il faut jamais oublier que l'Ukraine est beaucoup plus importante pour la Russie qu'elle ne l'est pour les Américains. Ouais. Et c'est ce qui fait en sorte que la Russie pousse toujours son avantage, parce qu'elle se dit que les Américains seront pas prêts à risquer davantage pour l'Ukraine, alors qu'elle est prête à toujours pousser davantage, croyant pouvoir la ramener dans son orbite. Poutine a annoncé un cessez-le-feu pour 3 jours, qui recouvre la date de festivité de la grande guerre patriotique de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le 9 mai, sauf erreur de ma part. Est-ce que c'est c'est la date de la victoire sur les alliés. C'est la date de la victoire. C'est facile à retenir. Est-ce que c'est une proposition tactique? Parce que pour l'instant, à chaque fois que Poutine a annoncé des cessez-le-feu, le moins qu'on puisse dire est qu'il ne les a pas vraiment respectés. Ou est-ce que simplement il a senti que Trump pouvait vraiment durcir le ton, pouvait revoir sa position? On verra dans quelques jours, c'est cette semaine qu'on verra, ou la semaine prochaine, qu'on verra si tout le monde bluffe, et si finalement on arrive à une situation où à la fin, Poutine et Trump se mettent d'accord sur le dos de l'Ukraine, ou bien s'il y a vraiment quelque chose qui a bougé dans l'entretien de la basilique Saint-Pierre. Ensuite, je me permets d'ajouter une chose qui me semble importante chaque fois. Alors oui, on va célébrer la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie, et c'est quelque chose qu'on doit célébrer. J'aimerais simplement rappeler que pour les Polonais, les Bulgares, les Tchèques, les Slovaques et tant de peuples, ce n'est pas l'heure de la libération. Pour eux, la libération vient à peu près 50 ans plus tard, 45 ans plus tard. Donc, ils sont passés d'un totalitarisme à un autre. Ils sont passés du drapeau nazi au drapeau soviétique, mais dans les deux cas, ils subissaient une domination étrangère et totalitaire qui les écrasait. Donc moi, quand on célèbre le rôle exceptionnel des Russes dans la lutte contre le nazisme, j'entends contre le nazisme, mais je ne veux jamais qu'on oublie que tant d'autres peuples ont ensuite subi leur domination et craignent encore aujourd'hui. Les Polonais craignent les Russes, les Baltes craignent les Russes, les Finlandais craignent les Russes. Tant de peuples craignent les Russes avec raison. Oui, la libération de Varsovie en 1944 par les Russes, on a vu en effet ce que ça a donné. Et puis c'est Yalta,
Et puis, le partage du monde par les grands. On a redessiné aussi les frontières de la Pologne. Enfin, je veux dire, je suis toujours mal à l'aise de parler de mon deuxième pays entre guillemets à l'antenne, mais oui, enfin, il faut quand même voir ce qui s'est passé à Yalta et que Monsieur Churchill et Monsieur Staline se sont partagés la Pologne entre les Alliés et les rideaux de fer. Finkielkraut disait très justement qu'il faut penser aussi le monde à la lumière des petites nations. C'est-à-dire, moi, quand des empires décident de se partager le territoire et expliquent au peuple partagé, mais désormais, vous allez vivre sous telle zone d'influence, désormais, vous allez perdre ce bout de territoire, vous allez perdre une telle partie de votre population. Oui, c'est peut-être la dure loi du réalisme, mais qu'il nous soit permis de raconter l'histoire de ces peuples qui ne vivent pas comme une libération, le fait de subir un empire quel qu'il soit. Et c'est intéressant de voir que l'Ukraine aura peut-être trouvé sa personnalité, son âme nationale dans cette confrontation avec la Russie. Mais je crois qu'elle l'avait depuis longtemps. C'était un pays qui était quand même très divisé, et c'est un pays qui a trouvé dans son courage, dans sa volonté de résister à la volonté de reconstituer un empire russe, a trouvé son âme et a trouvé sa personnalité, a même trouvé en bonne partie sa langue, parce qu'elle était moins parlée à l'est de l'Ukraine, alors qu'aujourd'hui elle est parlée presque partout. Et donc c'est un phénomène très important pour cette petite nation qu'est l'Ukraine. En quelques secondes, si je peux me permettre, parce que j'entends votre argument, que j'entends souvent d'ailleurs, comme quoi l'Ukraine aurait finalement trouvé sa personnalité nationale dans le combat suite à l'invasion. Je crois que les Ukrainiens étaient persuadés d'exister bien avant d'être envahis par les Russes. Et le fait est, la quête d'indépendance est antérieure à cette invasion. Et moi, cette idée, les Ukrainiens, à tout le moins, eux-mêmes ne doutaient pas d'exister. Et, surtout à l'ouest. Oui, bien sûr, à l'ouest. Mais le bloc ethno-culturel qui portait l'Ukraine était à l'ouest. Mais cela dit, cette idée qu'un peuple ne se réveille que parce qu'on l'envahit, moi, je relativise ça quand même. Oui, puis en tout cas, il faut relire tous les écrits de Timothy Snyder sur cette région du monde qui sont remarquables et qui vous montrent globalement, parce que si on veut exactement Terre de sang, et puis d'autres aussi qui vous montrent à quel point en fait tout ça est un même peuple. C'est difficile à dire aujourd'hui quand on voit ce que représente Loukachenko en Biélorussie, mais voilà, les Baltes, les Polonais, les Ukrainiens, les Russes même, enfin il y a quand même du cousinage je ne pas sur le même peuple. Puisque Mathieu, vous parliez de la Pologne, souvenez-vous que la Pologne au XVIe siècle s'étendait de Berlin jusqu'à l'Oural et jusqu'à la mer Noire. Oui, je connais mon histoire, mais en la matière, je ne crois pas que les Baltes ne se voient pas comme des nuances de Russes.